Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes autres contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Et ça y est, on a dépassé les 1000 téléchargements pour cette formation, donc merci beaucoup à vous. Cette formation, elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et on va pas changer, On va pas changer. C'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode après l'épisode sur le Japon. Ça m'avait manqué le podcasting, parce qu'avant le Japon, j'avais enregistré pas mal, 2 épisodes d'avance pour avoir du temps. J'ai enregistré l'épisode juste en revenant du Japon pour que ce soit bien frais. Donc il s'est passé quasiment 15 jours entre 2 enregistrements et ça m'avait manqué, même si entre-temps j'ai fait les podcasts pour les gentlemen investisseurs avec Yann. Ça me manque toujours de vous retrouver pour une vie de liberté. Donc, me voilà. Et comme je le disais, je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. J'en oublie énormément, mais vous étiez nombreux. M'en voulez pas pour ceux que j'oublie. Donc, un grand merci à Nori, Stéphane, Mireille, Olivier, Clément, Yann, Marceau, Anatole et Florian. Grande nouvelle. On a dépassé les 5000 abonnés sur YouTube, 5023 abonnés. Merci beaucoup à vous, ça fait trop plaisir. Merci infiniment à tous. Donc voilà, pour certains, c'est peu, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Presque 5 ans sur YouTube et 5000 abonnés. Mais voilà, là, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et j'ai vraiment beaucoup de chance sur une vie de liberté d'avoir des auditeurs, des abonnés, des auditeurs, je sais pas comment on dit, mais de cette qualité-là. Et je vous parlerai d'un truc tout à l'heure. Parce que justement, on est à 447 notes sur Apple Podcast, toujours. Un grand merci à Hugo pour sa note 5 étoiles. Et j'ai eu un sale commentaire, mais voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, justement. Et j'ai eu un témoignage, une vague d'amour derrière qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, merci à vous tous pour ça. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, venir me parler, me poser des questions pour peut-être des futures émissions de podcast ou quoi que ce soit, le plus simple, c'est de le faire sur Insta. Voilà, c'est là où je suis le plus présent, où c'est le plus simple, sur mon compte Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue. Comme ça, je ne suis plus piraté, je n'ai plus de problème et je n'ai plus de gens qui viennent vous vendre des placements crypto douteux en se faisant passer pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est là-bas que ça se passe. Et je vous propose qu'on passe sans transition sur la rubrique News. Donc déjà, la première chose, c'est que j'espère que vous avez profité de tous ces ponts du mois de mai. En ce qui me concerne, j'en ai bien profité pour le coup. Et je crois que le Japon m'a donné le goût des vraies vacances, mine de rien, puisque j'ai beaucoup moins travaillé que d'habitude. Et c'était pas plus mal. Et je me suis beaucoup remis à la lecture ces derniers temps. Et je vous partagerai aussi tout ça. Je vais vous en parler un petit peu dans le podcast de cette semaine, mais je relis des classiques et des classiques qui ont vraiment plusieurs années, que ce soit des classiques sur la bourse, sur des grands hommes d'affaires de ce monde, mais des trucs des années 1900, 1940, 1950. Donc c'est super intéressant et voilà, j'ai profité des ponts du mois de mai pour lire, pour profiter, pour faire des balades. C'était vraiment cool. Et j'espère que vous aussi, vous en avez profité pour ça. C'est aussi un bon moment. Je me rappelle quand j'étais dans ma rat race de folie, c'était un bon moment justement, tous ces ponts pour prendre du temps, pour relever la tête du guidon. Et j'en profitais pour faire le point sur mes finances, pour me former. Et je trouve que c'était
C'était vraiment des bons moments et aussi surtout pour respirer, pour profiter, quoi. Donc j'en profite aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de ces ponts pour faire Finance Business Expert. Un grand merci à vous d'avoir profité de ces moments-là pour faire cette formation et merci pour vos retours. Ça nous touche beaucoup. C'est une formation qui était attendue et elle vous a énormément plu. Donc un grand merci pour tout ça. On va faire le point un peu sur les événements qui arrivent aussi très rapidement parce que le mois de juin, ça va être intense puisque j'ai 2 événements au mois de juin. En premier, j'ai le Mastermind Parapente avec Hello, avec ma compagne qui aura lieu à Morzine du 16 au 21 juin. Il reste encore une place. Donc, on n'avait que 6 places pour ce Mastermind Parapente. J'avoue que je pensais que ça serait plus vite rempli, mais c'est vrai qu'après, il y a les vacances qui arrivent, il y a beaucoup de choses, donc j'imagine aussi. C'était plus compliqué, mais en tout cas, ça commence à faire short notice. On est à peine un mois avant l'événement. Donc, n'hésitez pas. Si jamais ça vous dit de venir apprendre à voler tout seul sous une voile de parapente, à venir vous dépasser avec nous, à venir passer une semaine tous ensemble dans une maison très sympa, franchement, n'hésitez pas. C'est ce que je dis à chaque fois. On arrive en participant et on repart en étant des potes. Donc, voilà, il reste une place. Vous avez le lien dans la bio si ça vous dit. Du travail maintenant, Mastermind Division Foncière. Si vous avez envie de venir travailler avec Ben et moi 2 jours, juste à côté de nos bureaux, venir voir toutes nos opérations, qu'on vous dévoile vraiment toutes nos OP. Aujourd'hui, on en est à notre 17 ou 18e opération. 18, on vient de finir la 18e. On est en plein dans la 18e opération de marchand de biens. Donc, si vous voulez qu'on vous ouvre nos portes, qu'on vous explique tous les secrets de ce qu'on fait en marchand, tous les chiffres, tout ce qu'on ne dit pas sur YouTube, forcément, ça aura lieu les 13 et 14 juin. Il reste aussi des places, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Je vous disais, oui, le mois de juin sera chargé parce que j'ai le Mastermind Surf avec les Gentlemen Investisseurs qui a lieu tout début juin. Là, on va partir dans 15 jours. Bon, ça fait longtemps que c'est complet. Mais du coup, ça va être un gros mois pour moi, le mois de juin, un vrai mois de plaisir et de partage. Donc ça va être vraiment très cool. Il y a 2 autres événements qui arrivent aussi bientôt. Il y a le Mastermind Moto. Là, on part en Sardaigne du 22 au 28 septembre avec les Gentlemen Investisseurs. Il reste 4 places encore. On a prévu 20 places. Donc, si tu es motard, si tu as envie de passer une semaine avec nous en Sardaigne, de faire le tour de la Sardaigne, de discuter entre investisseurs, de passer vraiment des bons moments ensemble, n'hésite pas. Voilà, tu as le lien dans la description. Et le dernier événement dont je veux vous parler, c'est la parenthèse indépendance numéro 7. Bon, c'est loin, c'est du 9 au 11 octobre 2024. Là, c'est l'événement où, pareil, un mastermind où on bosse. C'est soit des vacances, soit on va travailler. Donc là, on va passer 3 jours ensemble chez mamie, dans une maison en Auvergne, juste à côté de chez moi, avec Yann, avec Fabien, avec Benjamin. Et là, c'est 3 jours pour bosser sur tes finances personnelles, sur tes investissements, sur le rééquilibrage de ton patrimoine, sur ta feuille de route pour les prochaines années à venir, les 1, 2, 3 prochaines années pour accélérer ton indépendance. On fait à chaque fois des journées de folie. Vous avez déjà plein de vidéos sur la chaîne YouTube, sur la mienne, sur celle des Gentlemen Investisseurs, où je parle de la parenthèse indépendance. C'est à chaque fois hyper intense. Les derniers ateliers, je crois qu'on a fini à 2h30 du mat la dernière fois. Mais voilà, on a beaucoup à partager aussi, on a beaucoup à donner sur ces événements. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. Je sais que c'est loin, cette prochaine parenthèse, mais ça arrivera bien vite. Et on en a fini pour la rubrique News. Je vous propose qu'on passe à la prochaine rubrique, le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et avant de revenir sur le podcast du Japon, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai reçu un message sur Apple Podcast, pas extrêmement sympathique. Et je voulais vous en parler un peu. Pas que j'attache beaucoup d'importance au message de gens à qui ça plaît pas, tout simplement, le podcast, mais plus dans le sens où les notes, c'est quand même important pour se faire connaître sur Apple Podcast. Ce podcast, je l'anime depuis maintenant bientôt 5 ans. Ça fera 5 ans au mois d'octobre. C'est un truc de fou. Au début, Une vie de liberté, ça sortait 1 fois par semaine. Aujourd'hui, ça sort tous les 15 jours. J'ai tenu à peu près 2 ans, 1 fois par semaine. Et là, on va sur 3 ans, 1 fois tous les 15 jours. Parce que c'est quand même du travail, malgré tout. Quand j'enregistre Nouveau Départ ou les Gentlemen Investisseurs, mes 2 autres podcasts, donc Nouveau Départ, mon podcast de dev perso avec Fabien, et les Gentlemen Investisseurs, mon podcast vraiment investissement, un peu le bistrot de l'IMO avec Yann,
c'est des podcasts qu'on fait à deux et j'ai beaucoup moins de préparation. On prend des questions d'auditeurs. J'ai quasiment pas de préparation en fait. De temps en temps, je prépare un petit sujet, mais c'est pas beaucoup. Donc, c'est des podcasts, voilà, qui aujourd'hui j'ai Luc qui nous seconde sur absolument toutes nos productions, qui est vraiment mon bras droit sur toute la création audio, vidéo, qui monte ces épisodes, qui les diffuse, qui les publie. Donc moi, j'avoue que je me mets dans mon bureau, j'appuie sur un bouton, je me filme, ensuite j'y mets dans la boîte magique et c'est Luc qui s'occupe de tout. Et heureusement qu'il est là parce que je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Donc, voilà, nouveau départ, ça me prend quelques heures par mois seulement. Alors on filme en live avec Fabien parce qu'on a envie de garder cette connexion, puis on habite proche, alors qu'avec Yann, on n'est pas à côté. Mais voilà, le temps de faire l'aller-retour, de mettre tout le matos en place, ça me prend peut-être une demi-journée par mois, nouveau départ. Et les gentlemen investisseurs, ça me prend une autre demi-journée. Et une vie de liberté, chaque épisode, je le travaille. Vous verrez, celui d'aujourd'hui, j'ai passé quasiment 4 heures à le préparer. Donc, entre la préparation et l'enregistrement, ça me prend une deuxième journée. Donc, vraiment, toute ma création vidéo, contenu, ça me prend à peu près 2 jours par mois. Bon, il me reste 18 jours pour bosser sur le reste, parce que ce message, j'en ai un peu parlé sur Instagram. Mon activité, c'est pas que youtubeur. Je fais un petit peu de YouTube, mais je suis surtout marchand de biens, investisseur. Le bureau d'à côté, ici, c'est un bureau de marchand de biens. Et j'y passe 18 jours par mois. Donc, il y a peut-être des gens qui me voient pas mal sur Internet. J'ai aujourd'hui une équipe avec Luc qui s'occupe de la diffusion. Vraiment, ma partie, c'est la création. Et tout le reste est diffusé. Donc, ça me prend 2 jours par mois de, on va dire, créer ce contenu. Mais c'est 2 jours quand même intense où ça fait du travail, où c'est important. Puis surtout, je reviens sur Une vie de liberté, c'est un podcast que je prépare où je passe beaucoup de temps. Et c'est un podcast qui est entièrement gratuit. Et comme je passe pas non plus tout mon temps sur Instagram, forcément, je vous parle aussi de tous les événements qu'on crée, de tout ce qu'on fait. Et ça m'amène à ce message d'un homme très courageux que j'ai reçu justement sur Apple Podcast, puisque je dis courageux parce que c'est pas signé, quoi, forcément, qui m'a mis une note 4 étoiles. Et sur Apple Podcast, c'est comme sur Airbnb, quoi. Soit vaut mieux mettre 5 étoiles, soit vaut mieux rien mettre du tout, parce que 4 étoiles, c'est pas une bonne note. Et un message qu'il intitule plus de pubs que sur TF1. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai plus de télévision, donc je sais plus ce que c'est la pub à la télé sur TF1. Ça fait ouais, quasiment, j'exagère un peu, ça fait 8 ans, je crois que j'ai jeté ma télé en 2015 ou 9 ans. Donc j'ai plus de télévision, je sais pas trop, mais voilà, la personne a marqué, je vous lis quand même le message, c'est quand même important. Malheureusement, la phase publicitaire devient vraiment disproportionnée. Le dernier en date sur le Japon commence au bout de 42 minutes. Pour comparaison, La Martingale, un des plus gros podcasts de France, démarre au bout de 3 minutes. En même temps, c'est gratuit, c'est nous le produit, et là, on le sent bien. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que pour moi, il y a plein de choses qui sont importantes dans ce message. On va pas faire tout le podcast là-dessus, je vous rassure, mais il y a des choses qui sont importantes. Quand on parle de phase publicitaire, on dit que le podcast commence au bout de 42 minutes, vous le savez. Moi, je veux mettre vraiment les auditeurs à l'honneur dans ce podcast. Et d'ailleurs, c'est le cas dans tous mes podcasts, que ce soit Nouveau Départ, Les Gentlemen ou Une vie de liberté. Je prends les messages d'auditeurs, on répond aux messages d'auditeurs et je vous mets au centre parce que je veux que ce soit un rendez-vous qu'on passe ensemble. C'est pas juste je donne le contenu du podcast, on le consomme et on passe à autre chose. J'ai pas voulu ça, j'ai voulu créer une vraie relation entre nous, une vraie communauté. Donc, les gens à qui ça plaît pas, il suffit d'aller à 42 minutes. En plus, si tu le regardes sur YouTube, c'est chapitré. Donc, il suffit d'aller à 42 minutes, tu consommes le morceau qui t'intéresse, et puis après, tu passes ton chemin, si vraiment c'est ça. Mais pour moi, le podcast, il commence pas au bout de 42 minutes. Il commence au bout de 10 minutes, en fait. Parce que il commence au retour sur les messages de la semaine dernière, ou de la dernière quinzaine. Moi, c'est vous donner la parole, ça fait partie intégrante du podcast. Donc, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas, ça. Et c'est pas grave, mais si justement mon podcast était que du marketing, je ne ferais pas ça. Je commencerais pas mon podcast au bout de 42 minutes. Je ferais pas de podcast parce que le podcast, c'est hyper dur à référencer, c'est des contenus longs, c'est pas vraiment des contenus qui convertissent, on va dire, en parlant de vente. C'est des contenus qui fidélisent, qui créent une vraie relation avec l'audience. Mais si je voulais vraiment faire des ventes, je ferais des vidéos sur YouTube, courtes, qui répondent exclusivement à des mots-clés qui sont optimisés pour le SEO, pour le référencement, et qui sont optimisés pour faire des ventes. Et c'est pas ce que je fais parce que c'est pas mon but. Bien sûr que je suis content de vendre des produits. Forcément, je suis là depuis 5 ans.
Aujourd'hui, j'ai pas fait exactement le calcul, mais c'est à peu près équivalent à mon temps, quoi. Je passe à peu près 10% de mon temps sur la création, oui, c'est ça, à peu près 10% de mon temps sur YouTube, et ça représente peut-être à peu près 10% de mes revenus par rapport au marchand de biens. C'est à peu près comme ça que c'est équilibré, donc l'équilibre est bon. Et bien entendu que tout travail mérite salaire quand on fait des podcasts. La personne, ça me permet de rebondir aussi parce qu'elle parle de Mathieu Stéphanie, de la Martingale. Mathieu Stéphanie, il n'a pas du tout le même business model que moi. Son podcast, il est extrêmement écouté et Mathieu Stéphanie le fait sponsoriser. Donc, chaque fois qu'il sort un podcast, il y a une boîte qui sponsorise et qui lui donne un chèque pour qu'il fasse la pub au départ. Et moi, je ne fais pas ça. Et je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais que ce soit sur YouTube ou sur les podcasts, j'ai jamais fait sponsoriser le podcast par, j'en sais rien moi, des applis de jeux mobiles ou des assurances vie en ligne. J'ai jamais fait ça. Donc, tout travail mérite salaire. Bien sûr qu'une vie de liberté, on n'anime pas un podcast depuis 5 ans juste pour l'argent. On le fait parce que ça nous fait plaisir, parce que j'y trouve mon compte, parce que j'aime partager. Encore heureux. Si on fait ça que pour l'argent, on ne fait pas du podcast. Mais moi, le modèle que j'ai choisi, c'est de vendre des produits que je réalise moi. Je dis pas que c'est pas moins honorable ou plus honorable de faire ne rien vendre et faire sponsoriser son podcast ou vendre des produits. Mais moi, j'ai choisi d'apporter de la valeur, que ce soit avec des formations en ligne ou que ce soit avec des coachings, des voyages, des masterminds. Donc, bien entendu qu'au départ, une vie de liberté, ça sort tous les 15 jours. Il y a des gens qui sont pas sur Instagram, il y a des gens qui sont pas sur YouTube. Si je parle pas de mes événements dans mon podcast, j'en parle quand ? Et encore une fois, c'est des moments où j'échange mon temps, quand on fait du MMA, quand on fait du parapente, quand on fait de la moto. Voilà, si je faisais que ça pour l'argent, je ferais que de la formation en ligne. J'irais pas passer une semaine à partager, à expliquer, à partager ma passion avec des gens. Donc, bien sûr que c'est une forme de publicité, ces 10 premières minutes de news où je fais la promotion de mes propres événements, c'est de l'autopromotion. Mais c'est pas juste pour vendre des trucs, il y a quelque chose en face. Chaque fois que vous prenez une formation, il y a de la valeur, ou chaque fois qu'on est en mastermind, on partage des choses. Et là où je trouvais qu'il y avait de l'ironie, et que je trouve c'est un message inspirant que je voulais partager avec vous, c'est que je suis comparé déjà à la Martingale, donc ça me touche énormément parce que ça veut dire que mon podcast est de qualité, parce que la Martingale, c'est un des plus gros podcasts de France. Et moi qui ai démarré ce petit podcast au départ dans mon bureau avec un petit micro à 60 balles sur Amazon, j'ai réussi à faire entendre ma voix sur YouTube et quand même à devenir une petite personnalité du podcast, peut-être un petit succès d'estime au moins, qui m'a valu en tout cas de faire des podcasts avec Jérémy Nabet, qui est peut-être le plus gros podcasteur dans le domaine de l'immobilier. Jérémy qui enregistre ses podcasts dans le studio de Mathieu Stéphanie. Jérémy qui a acheté un château dans la Sarthe, qui nous a proposé d'être investisseur avec lui. Et aujourd'hui, avec aussi toute la grande famille des podcasteurs, je suis associé à Jérémy et à Mathieu Stéphanie. Je suis associé dans l'achat de ce château. Et c'est ça le message le plus beau. C'est qu'au final, j'ai quelqu'un qui me fait un reproche sur mon podcast, mais qui me compare au plus grand podcasteur de France, avec qui je suis associé, moi qui j'ai démarré de rien vraiment là-dedans, et je trouve que c'est trop bien en fait. C'est le message inspirant que je voulais vous partager, c'est de continuer à faire ce que vous aimez, de continuer à le faire de la façon dont vous le faites, et en fait vous serez récompensé à une hauteur que vous ne réalisez même pas finalement. Et donc voilà, pour en finir juste avec ce message, je continuerai toujours à faire mes petites news au départ parce que pour moi, c'est important que je vous tienne au courant de mon actualité. Le partage, c'est quelque chose qui est important pour moi, que ce soit dans les événements où on travaille ou dans les événements où on voyage. Les formations en ligne qu'on fait, on y attache énormément d'importance. À chaque fois, elles sont de grande qualité, donc je continuerai de vous en parler. Je continuerai de vous donner la parole dans la deuxième partie d'une vie de liberté où je reviens sur le retour des auditeurs parce que pour moi c'est important. Et bien entendu, je continuerai de faire de mon mieux pour vous donner un sujet de qualité à la fin. Pour ceux qui ne veulent regarder que ça, c'est gratuit, donc profitez-en. Ça, vous pouvez passer directement tout ça. Et surtout, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que j'en ai parlé un peu sur Instagram justement de ce message et j'ai reçu une tonne de messages d'amour de gens. C'est ma petite section, vous le savez, sur Insta, peut-être vous avez un compte pro, je pense que c'est aussi sur les comptes particuliers, vous avez tous les messages qui arrivent
de gens qui ne sont pas dans vos contacts. Et cette zone-là a explosé parce qu'il y a plein d'auditeurs de l'ombre qui n'étaient jamais venus me parler sur Insta, qui étaient abonnés à mon compte, qui sont venus, qui m'ont dit « Tonton, ne change rien, merci à toi, c'est trop bien, merci de nous donner la parole. Je fais partie de la majorité silencieuse, j'ai jamais commenté, mais moi je t'écoute depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, et je te remercie. » Donc, voilà, je n'ai pas lu ce message pour m'en plaindre. Bien sûr, ce que je déplore, c'est que quand tu as un mauvais commentaire sur Airbnb, t'es jamais content, hein. On fait de la LCD et je sais ce que c'est. Mais à la rigueur, les gens ont payé. Là, venir mettre un mauvais commentaire quand le podcast est gratuit, je trouve ça toujours dommage parce que ça vient me nuire quelque part, hein. Ça fait baisser ma note sur Apple Podcast, ça fait baisser le référencement de mon travail et je pense vu ce que j'ai donné sur plus de 165 ou 170 podcasts sur Une vie de liberté, les sujets que je développe depuis 5 ans, je me dis que voilà, ça mérite jamais un tacle. Mais encore une fois, c'était important que j'en parle parce que le message que je veux qu'on retienne, c'est le message inspirant, où finalement, on me compare quand même à un des plus grands podcasteurs de France et en montant petit à petit les échelons, sans avoir une communauté non plus énorme, grâce à ce que j'ai créé, je suis associé avec cette personne dans l'achat d'un château et je trouve que c'est fantastique. C'est des choses qui me touchent énormément. Je l'ai jamais encore rencontré, Mathieu Stéphanie, mais quand on inaugurera tout ça ou quand je monterai voir le château, l'avancement des travaux, dès que j'aurai un peu de temps avec Jérémy, c'est quelqu'un que je rencontrerai. Je trouve ça incroyable. C'est une aventure qu'on vit avec plein de podcasteurs, plein de camarades, avec Delphine Pinon de Richissime, avec mon pote Thibaut de Bye Bye Patron, et tous ceux que je ne cite pas, mais c'est beau tout ce qu'on peut vivre et c'est ça que je voulais, c'est là-dessus que je voulais mettre le focus. Et encore une fois, remercier tous les témoignages d'amour que j'ai eus, c'est complètement incroyable, quoi. Donc franchement, merci beaucoup à vous et voilà. Et on continue et on a un gros podcast aujourd'hui. Message de Nori qui commente souvent et qui me dit « Quel super podcast, merci Tony. Cette description de ton voyage m'a transporté. Ce pays est fascinant. » Oui, on est reparti sur le Japon, hein. Ayant été aussi biberonné comme toi au Club Dorothée, je me dis que les temps d'écran, trop importants, ça ne donne pas que des mauvais résultats. Ne change jamais le retour sur les podcasts précédents car ça permet aussi cette petite interaction avec les gens qui commentent. Concernant les achats à des taux plus élevés et un prix plus bas, vous allez tous en profiter plus tard quand les taux redescendront et vous pourrez renégocier le prêt. Donc j'ai lu ton message surtout pour les temps d'écran parce que c'est vrai que quand on était gamin, la télé nous a beaucoup gardé. Alors nos parents étaient peut-être moins éclairés que nous sur les dangers des écrans, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup regardé la télé. Que ce soit la 5, une chaîne que les plus jeunes n'ont jamais connue, on bouffait du dessin animé japonais, et après le Club Dorothée. Je crois que toute la génération qui a entre 35 et 45 ans, on a tous été biberonnés à ça. Et effectivement, ça nous a créé une culture d'un pays où on n'est jamais allé. Et c'est ouf, mais quand je suis allé au Japon, j'avais un peu l'impression de mettre les pieds dans mon enfance, un peu l'impression de mettre les pieds à la maison quelque part. Et c'est sûr que j'y retournerai. J'ai quand même voyagé dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et ça m'a pas souvent fait ça, de me dire qu'est-ce que c'était bien et j'y retournerai. C'est sûr que j'y retournerai. J'ai un peu l'impression d'avoir été chez moi sur quelques aspects. Donc merci à toi Nori pour ton message. Je sais que tu y vas bientôt et j'ai hâte d'avoir ton retour. On a un message de Stéphane qui me dit « Coucou Tony, j'espère que tu vas bien. Encore merci pour avoir pris le temps de partager ce superbe voyage. Je suis comme toi de cette génération qui regardait le Club Dorothée et tous les mangas des Chevaliers du Zodiaque, Albator, Cobra, j'en passe et des meilleurs, ainsi que tous les films de Yakuza. Ce retour de podcast m'a permis de me dépayser en faisant les ménages sur mes premières réservations de Airbnb. Au plaisir de se revoir prochainement. » Donc merci à toi Stéphane aussi, hein, participant de Mastermind qui nous a énormément fait confiance sur la parenthèse indépendance, sur le voyage MMA, avec qui on échange beaucoup. Donc merci à toi mon poulet, merci beaucoup Stéphane. J'ai justement voulu le lire parce que tu reviens sur le cadre dans lequel tu écoutes ces podcasts et à chaque fois ça me fait repenser à moi quand j'écoutais des podcasts avant, quand j'étais dans ma quête d'indépendance, quand j'étais en train de l'apprendre, puisque avant d'être un podcasteur, j'étais surtout avant tout un amateur de podcasts et je le suis toujours. Je consomme et j'écoute encore beaucoup d'épisodes de podcasts et moi c'était souvent en voiture, tu vois, sur mes trajets entre mes chantiers ou quand je faisais le ménage dans mes maisons avant de les remettre en location. Voilà, je trouve que c'est chouette et je pense aussi à
tous les investisseurs qui m'écoutent sur le chemin de l'indépendance. Et à chaque fois, ça me fait quelque chose quand j'enregistre ces podcasts. Et vous le verrez avec le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'il touchera pas mal de gens, puisque justement, il parle aussi de ce chemin, de tout ça, de tout ce qu'on construit et de cette belle indépendance qu'on construit. Et je trouve que j'ai voulu lire ton message parce que ces moments-là, ils sont magiques. Je trouve que j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter ce voyage et de me dire qu'il y a des gens, toi, Stéphane, ça y est, t'as pris ton indépendance, mais il y a des gens qui sont en train de la prendre et qui écoutent ce podcast-là dans ce contexte. Je trouve que c'est toujours chouette. Moi aussi, j'écoute encore des podcasts qui m'inspirent et voilà, j'ai trouvé ton message inspirant, donc c'était important pour moi de vous le partager. On a un message de Florian qui me dit « Waouh, c'est fort ce que tu dis dans la dernière partie. C'est mon rêve de pouvoir dépenser et de revenir de plus en plus riche, comme l'expérience que tu as vécue. J'y travaille. 4 000 € par mois sur un ETF S&P 500 sur mon PEA. » Donc déjà, merci Florian pour ton message. Et en plus, j'ai eu un retour d'une personne qui est venue sur Insta. Je me rappelle plus, je crois que c'est Émilie. D'ailleurs, Émilie, je ne t'ai pas cité au départ, mais j'ai aussi beaucoup de messages privés que je ne lis pas, mais qui me disaient... Tu as dit dans le podcast que tu étais revenu moins riche que quand tu étais parti. Et en fait, oui, j'ai fait un lapsus. Je suis revenu plus riche que quand je suis parti. Et d'ailleurs, je vous partageais la baisse de la bourse qu'il y a eu pendant que j'étais au Japon et le fait que j'avais coupé mes applis pour justement ne pas me prendre la tête. Et ce matin, au moment où j'enregistre ce podcast, la bourse a dépassé ses nouveaux plus hauts. Et voilà, dans la journée d'hier, j'ai encore fait des records de portefeuille. Donc, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. À chaque fois, on vise le long terme. Vous allez voir, on va en parler dans le podcast d'aujourd'hui. Mais effectivement, moi, ça m'était jamais arrivé avant dans mon ancienne vie de partir en vacances, de dépenser sans trop regarder, de revenir plus riche que quand j'étais parti. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis et c'est, encore une fois, c'est des moments fantastiques. Et bien sûr que c'est inspirant. Moi aussi, ça m'inspire moi-même. Et encore une fois, j'y vois des victoires. Je vais revenir sur le podcast que je partage avec Fab, sur Nouveau Départ. C'est un podcast qui est vraiment dédié au développement personnel et focus sur la PNL. Et en PNL, c'est important de voir ces victoires, de les ressentir. Et c'est des victoires sur lesquelles j'ai moi-même travaillé en me disant, tu te rends compte, Tony, du chemin que tu as parcouru, de ce qui s'est fait, de à quel point tu as avancé. Et aujourd'hui, c'est ce que tu expérimentes. Et bien sûr que ça donne envie d'aller chercher toujours plus loin. Vous le verrez. Mais soyez patients, soyez patients. On va arriver sur le sujet de la semaine parce qu'on va beaucoup, beaucoup parler de ça. Et je voulais te féliciter encore une fois, Florian, parce que c'est la future réalité que tu es en train de t'offrir quand je vois que tu mets 4 000 € par mois sur un ETF S&P 500. Je ne sais pas si tu as une capacité d'épargne énorme, si tu es frontalier ou si tu as un super poste, ta responsabilité ou si tu es un entrepreneur, ou si tu as arbitré un bien peut-être et que tu fais ton DCA. Mais félicitations à toi parce que c'est vraiment des choix forts de mettre autant d'argent sur la bourse. Et c'est des choix qui... vous demande des efforts, vous demande de croire sans forcément voir ce qui va se passer. Voilà, juste d'avoir la foi. Mais c'est des choix qui, dans quelques années, te récompenseront énormément. J'en suis absolument convaincu. Donc, bravo à toi, mon petit Florian. Et on va prendre un dernier message de Marceau. Marceau qui me dit « Super podcast, j'ai aimé ton analyse du Japon, culturellement, financièrement. Ce qui me fait rêver avec le Japon, c'est qu'au-delà des raisons que tu as citées, c'est ce côté autre civilisation où on est en Asie, mais sans être un pays du tiers-monde où on a parfois ce violent gap financier. Et puis quand on est fan de Miyazaki et de Dragon Ball Z, on ne peut que rêver d'y aller. Il y a un vlogueur français qui prend tous les petits trains de campagne là-bas. C'est excellent et très poétique. À plus, Tony. J'ai voulu lire ton message pour justement ces deux raisons. Le Japon, c'est vrai que c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Ou quasiment jamais. Il y a des Français qui sont allés à des moments, mais pas massivement en tout cas. Donc c'est un pays qui a gardé sa culture, qui a su vraiment évoluer, même si c'est vrai que ces dernières années, ça a été un petit peu plus difficile. Ils ont un yen qui est très faible, quoique la bourse japonaise, depuis le début de l'année, elle explose. Là, je crois qu'ils sont à plus de 20% de perf sur l'indice Nikkei, donc c'est assez fou. Mais il y a vraiment un côté... culture préservée et comme tu dis, un côté riche. Alors, je suis jamais allé en Corée, mais j'imagine que c'est... Alors, Corée du Sud, bien sûr. Hein, j'imagine que c'est aussi la même chose, puisque ça a l'air assez riche. Mais voilà, c'est vrai que c'est hyper dépaysant et on a l'impression d'être dans un manga, comme tu dis. Et je ne sais pas comment j'ai fait
pour ne pas parler de Miyazaki dans ce podcast sur le Japon, puisque avec mes filles, on est des grands fans de Miyazaki. On a à peu près vu, je pense, tous les dessins animés de Miyazaki. On s'est même refait Mon voisin Totoro quand on était dans le ryokan là-bas. Donc le ryokan, c'est vraiment la maison traditionnelle japonaise. Et regardez le soir, Mon voisin Totoro sur les tatamis avec les murs amovibles en paille de riz. C'était ouf. C'était là, je me suis dit, on fait souvent la blague avec Yann de dire, ah, quand t'as ça, t'es quelqu'un. Là, je me suis dit, regardez Mon voisin Totoro dans le ryokan au Japon sur mon futon là. Il manquait plus que le kimono. Je me suis dit, là, t'es quelqu'un quand même. Donc c'est vrai qu'on a passé des petits moments exceptionnels. Quand on est un grand fan de Miyazaki, le Japon, c'est vraiment incroyable. On était un peu déçus parce qu'on voulait aller au musée Miyazaki, mais on a donc le musée Ghibli. Et malheureusement, on n'a pas pu y aller parce que pour avoir des places, c'est infernal. J'ai essayé de faire ça à 2h du matin, 1 mois et demi avant de partir. J'ai pas réussi à avoir les places, mais on a vu l'horloge Ghibli aussi là-bas. Donc c'était assez beau, puis ça fera l'occasion d'y retourner, justement. Donc merci beaucoup à toi pour ton message. Et effectivement, les petits trains de campagne qu'on a pris quand on est allé à Kawaguchiko, au lac Kawaguchiko, on était au pied du mont Fuji. C'est extrêmement poétique. C'était vraiment un beau voyage. Donc voilà, j'en ai terminé avec vos retours. Merci infiniment d'avoir commenté autant. Merci infiniment. Je suis content que le podcast vous ait plu. Et je vous propose qu'on passe au sujet de cette quinzaine. Alors, comme d'habitude, j'ai des dizaines de sujets d'avance pour le podcast. J'en ai plein. Et cette semaine, j'étais censé vous faire tout autre chose. Mais j'ai eu un petit moment d'inspiration que j'ai voulu vous partager. Et ça m'a donné toute l'idée du podcast de cette semaine. Lundi matin, ce lundi, au moment où j'enregistre ce podcast, en sortant de mon cours de CrossFit, j'ai été frappé par la chance que j'avais de vivre ce moment-là, parce qu'on sortait d'un pont de 5 jours. On a pris mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et au lieu de reprendre le travail dans la douleur, comme j'ai pu le faire avant quand j'étais entrepreneur de travaux publics, où on avait aussi parfois des ponts de 5 jours. Dans le TP, on fait beaucoup les ponts. Mais quand je reprenais, c'était très, très compliqué. Là, je réalisais qu'on est lundi matin. Et au lieu d'aller bosser dans la douleur, je commence ma semaine tranquille par une séance de CrossFit le lundi matin à 9h, comme si tout était normal, dans le plus grand des calmes. Et puis derrière, j'ai enchaîné avec une journée de boulot. Et une journée aujourd'hui de boulot avec Ben, nos journées, c'est de 11h du matin à 16h. On reste 5 heures ensemble. On mange ensemble, souvent. Mais voilà, cette journée, je sortais du CrossFit. J'allais bosser seulement 5 heures avec Ben sur nos affaires de marchand de biens. On allait manger ensemble. Et en sortant de ce cours de CrossFit, j'ai été frappé et j'ai réalisé encore une fois la chance que j'avais de vivre tout ça. Parce que pour moi, même si c'est ma nouvelle vie, si c'est ma vie, tout ça, c'est pas normal. Je trouve que c'est exceptionnel, que c'est tellement précieux. Et je me suis rappelé encore une fois que rien n'était acquis, que bien sûr, je me suis battu pour ça, j'ai investi, j'ai fait beaucoup de choses. Et que même ces 5 dernières années, depuis que j'ai pris mon indépendance, ça fait déjà 5 ans, tout n'a pas toujours été rose non plus. C'est sur ça que je veux revenir. Et je pense notamment à ces 2 dernières années qu'on vient de passer, à 2022, on va dire de mi-2022, même début 2022 jusqu'à mi-2024. Ces 2 dernières années, mon navire d'indépendance financière a traversé sa première vraie crise financière d'abord, puis immobilière. Et malgré tout, ce petit navire d'indépendance financière a finalement quand même bien vogué. Et il est même plus gros et plus solide encore qu'avant. Et c'est ça dont j'ai voulu vous parler dans ce podcast. C'est de la crise qu'on a traversée ces 2 dernières années et demie même, et de mes leçons. Sur comment mon navire d'indépendance financière, ma petite coquille de noix, peut-être au départ, et qui est devenu mon navire, a traversé cette première crise d'ampleur, finalement. Donc voilà le sujet de la quinzaine. Mais avant tout, revenons un petit peu sur justement la construction de ce navire et justement ses premiers pas sur l'eau. Donc, j'investis depuis 2008. J'ai commencé d'investir en 2008. J'ai commencé de travailler en 2006. Où avant, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2005. J'ai vécu une année en Écosse. J'ai fait une année sabbatique. Alors oui, j'ai travaillé en Écosse. On peut dire que j'ai commencé de travailler en 2005.
Ensuite, en 2006-2007, j'ai travaillé en France. Et depuis 2007, où je suis entrepreneur de travaux publics, j'ai toujours investi. J'ai commencé d'investir en 2008, où j'ai acheté mon premier immeuble. Ensuite, j'ai fait ma résidence secondaire, où j'ai fait 2 appartements dans le rez-de-chaussée. J'ai fait mon deuxième immeuble en 2012. Et puis ensuite, chaque année, j'ai continué. J'ai fait construire une petite maison où j'ai acheté un appartement jusqu'en 2018, où j'ai quitté mon ancien travail donc d'entrepreneur de travaux publics en fin d'année. Et c'est de cette façon-là que j'ai construit mon petit navire au début d'indépendance financière, avec, bien entendu, en plus de tout ça, une bonne épargne d'Auvergnat sur mes salaires. Ça, vous le savez, hein, c'est pas pour rien que j'ai fait finance perso expert et que derrière, j'ai fait finance business expert. C'est une grosse partie j'aime pas dire à chaque fois mon succès, ma réussite, en tout cas de la réussite de ce que j'ai entrepris, c'est d'avoir une grosse épargne. Et en ce moment, je vous en parlerai tout à l'heure, je lis un livre qui a plus de 100 ans, d'un entrepreneur multimillionnaire, d'un des hommes les plus riches du monde. Et un de ses plus grands conseils, c'est « vivez en dessous de vos moyens ». Il y a déjà 120 ans. Et c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai toujours vécu très, très largement en dessous de mes moyens et j'ai mis de côté à mort. Et du coup, j'investis en bourse aussi depuis 2009 massivement avec l'épargne de mes salaires et ensuite avec des arbitrages de patrimoine. Donc ça aussi, c'est en plus de mes investissements, une grosse partie de ce qui a fait que ça a fonctionné. Donc voilà comment j'ai bâti mon petit navire d'indépendance financière. Et à l'époque où je me voyais bâtir ça, j'en rigole maintenant, mais avec le recul, je me voyais un peu comme, on va dire, comme Noé qui bâtissait son arche en attendant l'apocalypse et en se disant, bon, un jour ou l'autre, ça va venir, il faut que je sois prêt. Et voilà, Noé, à mon avis, il se disait sûrement, ok, bon, c'est un personnage fictif, hein, vous avez compris, mais enfin, en tout cas, un personnage on peut pas dire de mythologie, mais en tout cas ni historique non plus, en tout cas un personnage théologique, on va dire. Mais il devait sûrement se dire, bon, ce que j'ai fait, ça me paraît sensé, ça me paraît tenir debout, ce bateau, mais est-ce que ça va vraiment flotter ? Peut-être qu'il se disait flotter sur une mer calme, pourquoi pas ? Peut-être que ça va avancer avec le vent dans le dos, vu que j'ai mis des voiles, pourquoi pas ? Mais flotter pendant une tempête, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher pendant le déluge ? Et il n'y a qu'une manière de le savoir, c'était d'essayer, quoi. Et la manière de Noé, je me disais un petit peu ça, quoi. Je me disais, bon, mon truc, ça a l'air de fonctionner. Je vois que, en plus de mes salaires, mon patrimoine continue de grossir. Donc, effectivement, le truc fonctionnera tout seul. Dans des marchés porteurs, forcément, il va continuer de fonctionner, hein, parce que mon immobilier va prendre de la valeur, ma bourse va prendre de la valeur. Mais quand ce sera le déluge, comme pour Noé, est-ce que le truc va fonctionner ? Il n'y a qu'une manière de le savoir, je le disais, c'est d'essayer. Donc, j'ai lâché mon ancien boulot. Fin 2018, j'ai pris mon indépendance financière et du coup, mon indépendance tout court, finalement, début 2018. Alors, comme vous le savez, j'étais déjà entrepreneur de travaux publics. J'étais déjà à mon compte, associé en famille. Mais voilà, je vais vous en parler. J'avais plutôt créé mon boulot finalement. Et quand j'ai lâché mon job, cet ancien job, ça n'a pas été de tout repos au départ. Parce que quand tu es chef d'entreprise dans une PME, finalement, c'est ce que je disais, tu crées ton propre emploi. Tu n'as pas un business au service de ta vie, mais tu mets plutôt ta vie au service de ton business. C'est un boulot avec des salariés très, très prenant. Du matin jusqu'au soir, tu es au boulot, comme le serait un salarié finalement. Un salarié plutôt pas hyper bien payé pour les heures qu'il fait, un salarié corvéable à merci, et un salarié qui aurait un patron plus tyrannique qu'un vrai patron en la personne de ses clients. Donc finalement, c'est, comme on disait dans le TP, c'est le boulot qui commande. Ça, il y a beaucoup de gens, les artisans, les entrepreneurs comprendront ce que je veux dire en disant ça. C'est le boulot qui commande, c'est pas toi. C'est tes clients qui commandent. C'est l'inertie d'une grosse boîte avec des salariés qui commandent, qui t'imposent le rythme, en quelque sorte. Et au final, c'est extrêmement compliqué parce que tu as toujours la tête dans le guidon, tu es toujours au taquet, t'as pas de temps pour réfléchir, t'as pas de temps de cerveau disponible, t'as pas de temps pour relever la tête, pour planifier l'avenir, pour prendre du recul. Et donc, quand j'ai vraiment pris cette indépendance, quand je me suis retrouvé le premier matin, où je suis passé de 30 salariés, où tu cours de partout, enfin peut-être 25 à la fin, mais où tu cours de partout comme un canard sans tête, à
être tout seul, en attendant Ben, hein, dans ma table de cuisine, où t'entends le bruit de ta pendule qui fait un tic-tac bien stressant, que t'ouvres ton ordi, ton laptop le matin, que tu te connectes sur le bon coin, tu vois, pour la première fois, et que tu te dis, bon, maintenant on y va, hein, c'est le moment de vérité, on va voir si le marchand de biens, ça fonctionne. Bah, tu te sens un peu seul quand même. Et même si j'avais, à l'époque, 4 000 € de cash flow à peu près, finalement, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup quand tu redémarres de rien et que tu as tout à reconstruire et que tu veux pas t'arrêter là, que tu te dis que tu sais ce que tu vaux, que tu peux mieux faire et que tu as envie de créer quelque chose. Et donc, au final, bah, c'est comme ça que j'ai démarré, début 2019, dans ces conditions-là. Et l'année 2019, bah, elle nous a surtout servi à lancer les choses, à lancer toutes nos activités. Dans le roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est juste derrière moi, bah, on nous dit toujours, le narrateur nous dit qu'une aventure, elle se termine toujours par l'épreuve du conquérant et elle commence par la chance du débutant. Bah, quand j'ai terminé dans mon ancien job, j'ai vraiment eu cette impression d'avoir terminé par l'épreuve du conquérant. La dernière année a été extrêmement difficile. Et quand j'ai attaqué ma nouvelle aventure de marchand de biens à plein temps, par contre, j'ai vraiment eu cette impression d'avoir la chance du débutant. On a marché sur l'eau pendant la première année. En 4 mois, j'ai trouvé mes 3 premières opérations de lotissement. Alors bien sûr, cette chance, on l'a provoquée. On a travaillé vraiment beaucoup, malgré tout. Mais on a, à mon sens, eu quand même droit à un bel alignement de planètes. Et finalement, la crise Covid, qu'on a eue juste 1 an après le démarrage, hein, on peut se dire qu'elle aurait pu nous faire vraiment du mal, mais finalement, elle ne nous a pas du tout ralenti tant que ça sur la boîte de marchand de biens. On a seulement perdu quelques mois de prospection, et encore, comme j'avais rentré toutes mes affaires avant, et que le banquier m'avait mis un stop en me disant « Monsieur Poncet, on va déjà faire ça, hein, et puis on verra avant d'en rajouter d'autres », bah finalement, pendant la crise Covid, j'étais dans mes délais administratifs de traitement de mes dossiers, et je dirais même que ça nous a aidés, tant il y a des personnes qui ont cherché du terrain, justement, qui ont été confinées en appart, qui ont dit « plus jamais ça » et qui ont voulu faire construire. Bah, on a vendu tous nos terrains. Et sur un des lotissements, on les a vendus tous pendant le confinement, où les agents IMO ont continué à faire visiter comme on était à l'extérieur. J'ai vendu sur un de mes dossiers de 8 lots tous les terrains pendant le confinement, pendant le premier confinement. Donc c'était assez fou. Et même sur la partie de crise financière qu'on a eue, hein, le fameux crack Covid, où on a fait ce qu'on appelle un V-bottom. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers avec la bourse, c'est que la courbe de bourse fait un V. Elle tombe et elle remonte. Donc en 1 mois, on a perdu quasiment 40% de valeur sur les marchés qu'on a repris les 2 mois suivants. Et finalement, je crois que 3 ou 4 mois après le plus bas, on était déjà revenu sur des nouveaux plus hauts. Donc ça a été un flash crash, ça a été très très rapide. Et en plus, j'en ai profité à cette époque parce que j'avais arbitré un bien immobilier juste avant et j'avais beaucoup de liquidités et j'en ai profité pour réinvestir ces gains dans la bourse. Donc finalement, j'ai profité de la démultiplication quand on est reparti, puisque quand on fait moins 40%, il faut faire quasiment, j'ai pas le calcul en tête, mais pratiquement 100%, hein, enfin 80 ou 100% pour revenir au plus haut. Et quand on est revenu au plus haut, sur les sommes que j'ai mis au plus bas, j'ai quasiment fait 100% sur ces sommes-là. Donc finalement, c'est presque une crise qui m'a lancé et qui m'a donné de l'élan, que ce soit sur la bourse ou sur l'immobilier, sur mon début du marchand de biens. Et c'est même allé bien plus loin que ça, parce que c'est même le confinement qui m'a permis de lancer et de créer les Gentlemen Investisseurs avec Yann. Donc les Gentlemen Investisseurs, mon deuxième podcast. Et ça, c'est fou. Ça s'est fait pendant la crise Covid. C'est là où, avec Yann, on a eu l'idée de lancer les Gentlemen Investisseurs. Donc, à bien des égards, cette crise Covid, finalement, c'est là où je dis qu'il y a eu un alignement de planètes. Alors, bien sûr, c'est pas que la faute du hasard, enfin, que la chance qui est due au hasard. J'ai quand même fait des bons choix pendant ce moment-là. L'argent, il fallait le mettre en bourse au plus bas, fallait pas avoir peur. Se lancer en marchand de biens, fallait le faire aussi massivement juste avant. Les Gentlemen Investisseurs, fallait avoir envie de le créer pendant le confinement. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu un bel alignement de planètes. Et par la suite, en 2020, en 2021, en 2022, on a fait des très belles années en marchand de biens. Et en plus, la bourse, jusqu'à la fin de l'année 2021,
elle a explosé, elle a continué d'exploser. Et comme j'avais investi beaucoup au plus bas, j'en ai extrêmement profité, je vous le disais. Et idem pour la crypto, hein. Je suis très bien rentré en 2020 pendant la crise sanitaire et j'ai très bien vendu en 2021. J'ai vendu quasiment au plus haut du deuxième top du bull run. Et ça, il faut rendre à César ce qui lui appartient. En grosse partie grâce à Yann Darwin à l'époque, puisqu'il avait fait une vidéo où il avait dit « Pour moi, ça sent pas bon. Pour moi, il faut sortir. Et pour moi, ça y est, je sors. » Et ça avait fait beaucoup de sens pour moi. Et j'étais sorti massivement à ce moment-là. Et ça m'a permis de préserver quasiment 95% du top de mon bag crypto. Donc, voilà, je finis l'année 2021 en folie. J'ai la baraka, c'est ouf, toutes les planètes sont alignées, c'est le feu, que ce soit le marchand de biens, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto. Je finis 2021 en folie, quoi. J'ai la baraka et je me demande même jusqu'où ça va aller. Et au tout départ, quand j'ai lancé mon petit navire de l'indépendance financière, mon objectif principal, c'était juste de préserver mon patrimoine de l'inflation en prélevant ce dont j'avais besoin pour vivre tous les mois. Mais j'avais vraiment, quand j'ai quitté la rat race, j'avais plus pour ambition d'atteindre des montants de patrimoine élevés. C'est venu après parce que l'appétit vient en mangeant et que je sais ce que je suis capable de faire et que je me suis lancé des défis, mais c'était pas le but premier. Et finalement, j'ai fait une progression de patrimoine qui a été assez fulgurante les 3 premières années, 2019, 2020, 2021. Début 2019, c'était ralenti le temps que ça se lance, mais deuxième partie de 2019, 2020, 2021, ça part fort, quoi. Et en 2022, je me heurte à la première vraie crise, pour le coup, que je prends de plein fouet, quoi. Alors, juste avant ça, je veux faire un disclaimer, puisque c'est une crise qui est due à la guerre. Donc, bien sûr que ce qui s'est passé dans le monde, c'est dramatique et que la vraie misère, elle se situe pas sur mon patrimoine. Elle se situe sur la guerre, sur ce qui s'est passé et sur toutes ces choses qui sont dramatiques. Bien sûr, le parti pris de ce podcast, c'est pas de parler de ces problèmes de guerre ou des problèmes de géopolitique. Je suis pas compétent pour en parler. Voilà, je reviens juste sur les conséquences qui peuvent nous toucher en tant qu'investisseurs. Je voulais que ce soit dit quand même. Donc voilà, parce que c'était quand même important. Donc d'abord, la première chose qui me frappe en 2022, c'est cette crise financière avec la guerre en Ukraine qui arrive tout début 2022. Et puis ensuite, c'est suivi par la crise des taux, avec le retour de l'inflation vraiment très forte dès 2022. Et donc, mon premier contact avec cette crise financière, ça a été tout de suite quand j'étais en mastermind à Cuba, tout début 2022, où c'était début janvier, où je me connecte un matin à mon compte de bourse et je vois que ça y est, quoi, on a chuté et qu'on a chuté quand même fort, autour de 5 ou 10% en une seule semaine. Et je me dis, aïe, 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 ça y est, je crois que la fête est finie. Et donc, ce qui a suivi, c'est qu'on s'est tapé grosso modo un bear market, donc un marché baissier, jusqu'en octobre 2022. Donc, quasiment toute l'année 2022, les marchés chutent de près de 25%. Donc, voilà, ça descend, quoi. Alors, j'avais beaucoup investi en DCA et j'ai bien entendu continué mes DCA, mes investissements réguliers, tous les mois, toute l'année 2022. Mais j'étais fortement investi avant. Donc, un bear market pour le DCA, c'est cool. On est en train d'acheter à la baisse, donc pourquoi pas. Mais ce qui était investi avant et fortement investi, je le vois fondre et je le vois fondre tous les mois. Donc, malgré tout, 2022, on a beau dire ce qu'on veut, quand on se connecte à son compte de bourse, même si c'est qu'une fois par mois pour faire son bilan financier, ça entame quand même un peu le mental. Donc ça, c'est pour la partie boursière. Mais par contre, sur le marchand de biens, j'ai des grosses opérations qui sont ficelées de toute l'année 2021. Et donc, en 2022, je passe pas mal de ventes. Et je me souviens de ça, je suis parti en mastermind en Pologne en mai 2022. Depuis la Pologne, Ben m'a remplacé, était présent chez le notaire pour moi. On passe 2 ventes quand je suis là-bas. On encaisse plutôt bien. Et donc, sur le marchand, avec l'inertie, parce qu'on était en train de surfer l'année 2021, on fait une excellente année 2022. Donc la bourse, c'est pourri, mais l'année marchand de biens en 2022, elle est vraiment excellente. Et on enchaîne sur 2023, sur l'année dernière au moment où vous écoutez ce podcast. Et là, 2023, beaucoup plus compliqué quand même. On se prend vraiment d'un coup la crise inflationniste à mort. Les taux qui prennent sur une année glissante, on va dire, entre mi-2022 et mi-2023, quasiment 3%, quoi. Hyper rapidement, hyper soudainement. Et donc, fatalement,
un énorme ralentissement pour l'activité de marchand de biens et en gros, il se passe plus rien, quoi. C'est comme si les choses étaient figées. Les particuliers, ils attendent une baisse pour acheter, ils attendent une baisse des taux qui vient pas. Les notaires, ils enregistrent quasiment pour certains 30% de baisse d'activité. Il y en a même qui licencient. Il y a des agences immobilières qui ferment, des agents immobiliers qui n'ont plus rien à faire. Et on voit là aussi des marchands de biens qui tirent vraiment la langue, des marchands qui n'ont qu'une seule corde à leur arc, celle de marchands de biens, et pour qui ça devient très dur, très compliqué. Des gens aussi qui sont pas dans une démarche d'épargne et pour eux, il faut pas que la crise dure un an de plus. Et voilà. Mais on sent qu'en ce moment, ça repart et c'est plutôt très encourageant. Et en fait, finalement, de la même façon que la bourse, elle est repartie de plus belle, par contre, en 2023, et aussi que la crypto, elle est repartie clairement de plus belle en 2023, on sent en ce moment que ça bouge et il semblerait que on soit en train petit à petit de sortir de cette crise IMO avec la baisse récente des taux qu'on enregistre. Donc c'est encourageant. Et malgré tout, quand je fais le bilan sur ces 2 années de vraie crise, d'abord financière et ensuite immobilière qu'on traverse, malgré la crise et puis je pense aussi grâce à certains bons choix que j'ai fait, mon patrimoine global, il a quand même continué d'augmenter malgré cette crise entre 2022 et 2024. Donc, c'était ma première vraie crise et j'en sors grandi, donc c'est cool. Et le but de ce podcast, c'est donc de repasser ensemble sur toutes les leçons que j'ai retenues de cette première vraie crise pour mon petit navire d'indépendance financière. Donc, la première leçon, c'est que un patrimoine, c'est un tout. C'est un tout parce que les marchés sont cycliques. Ça, c'est ma première leçon. Quoi qu'il arrive, les marchés sont cycliques. D'ailleurs, c'est drôle, mais en ce moment, je lis des ouvrages qui ont plus de 100 ans et ça me donne un recul monstre. Et notamment, en ce moment, je lis un livre d'Andrew Carnegie qui parle de ça. Donc, Andrew Carnegie, c'était l'un des hommes les plus riches du monde à la fin des années 1800, juste derrière Rockefeller. Et le livre qu'il a écrit, qui s'appelle « La route du succès », en français en tout cas, le bouquin a 120 ans. Il a été écrit en 1902 et Andrew Carnegie, il explique déjà qu'à son époque, les marchés étaient déjà cycliques. Et il nous dit il y a une cyclicité sur les marchés que même lui, il n'arrive pas à expliquer. Il nous dit comme la Terre, elle fait sa révolution sur elle-même, comme la Terre, elle fait sa révolution autour du Soleil, comme la Lune fait sa révolution autour de la Terre, comme les saisons ont un cycle, comme la vie en elle-même est un cycle, les marchés ont un cycle. Et même la France, elle tourne en boucle. Elle est en cycle. Et je vais vous lire un petit passage de la préface du livre que j'ai noté, qui date de 1902, où la préface de ce livre est faite par un explorateur français contemporain d'Andrew Carnegie, qui s'appelait Gabriel Bonvalot. Et il conclut sa préface, bien entendu, donc il parle d'Andrew Carnegie, et il nous dit « Je regrette qu'un tel homme ne soit pas français, car il remettrait notre pays sur son axe, si cela est possible. » Donc déjà, en 1902, c'était déjà le bordel en France. Donc on voit que c'est pour faire un petit clin d'œil, mais pour vous dire à quel point les choses ne changent jamais vraiment. Et donc pour en revenir à ces cycles de marché que Andrew Carnegie, il y a 120, 130 ans, 140 ans, 150 ans, il constatait déjà, notre avantage, c'est qu'ils ne sont pas toujours synchronisés du côté des investissements. Et il s'est trouvé que la bourse et la crypto ont été assez synchronisées en 2022-2023, mais pour l'immobilier, on a eu un décalage quelque part d'1 année. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand la bourse et la crypto me sapaient un peu le moral, le marchand de biens se portait plutôt bien. Et quand le marchand de biens me déprimait l'année d'après, la bourse et la crypto remontaient fort et me remontaient le moral. Donc ça, c'est assez génial. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on peut tirer parti de ces cycles boursiers. Et ça nous amène justement sur le point numéro 2, c'est cette fois-ci, c'est différent. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Ce point numéro 2, moi, je l'ai appelé « Cette fois-ci, c'est différent ». Ah non, en fait. Parce que, quoi qu'il arrive, quand on vous dit que ce sera plus jamais comme avant, que cette fois-ci, c'est différent, on se rend compte que souvent, c'est un peu toujours comme avant quand même. Alors, bien entendu, j'ai pas de boule de cristal. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais encore une fois,
les marchés se sont cassés la figure. Il y a des gens qui ont arrêté leur décès en bourse. Il y a des gens qui ont eu peur. Il y a des gens qui ont vendu au plus bas. Il y a des gens qui disaient le crise Covid, c'est la fin, on va pas s'en sortir. Là maintenant, c'est la guerre, donc c'est la fin. Des gens qui dressaient un tableau finalement on ne peut plus noir. Et là, tout le monde disait que la bourse ne pouvait plus monter. Et finalement, encore une fois, la bourse s'est relevée. Et je pense qu'elle se relèvera encore et encore. Et la crypto, c'est plus récent, mais en attendant, c'est pareil ce qui s'est passé. Tout le monde disait en 2022 que c'était fini. Quand le Bitcoin a touché les 15 000 euros, tout le monde disait que c'était terminé, que le Bitcoin c'était fini, que ça allait finir à la cave, que ça allait finir à 3 000 $. Et moi, j'ai utilisé les indicateurs que j'ai partagés dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. Là, le but, c'est pas de vous faire une leçon de bourse ou une leçon de crypto. Si jamais vous êtes sur le podcast des Gentlemen Investisseurs, le privé, je vous invite à aller l'écouter. Mais j'ai utilisé des indicateurs pour timer un petit peu mes points d'entrée. Et finalement, j'ai super bien acheté à ce moment-là, moi, fin 2022. Et bizarrement, la crypto, c'était pas fini, c'est reparti. Et sur mon point d'entrée de cette époque, au moment où j'enregistre ce podcast-là, le Bitcoin est à 64 000 $. Je suis à plus de x3 sur mon point d'entrée. Donc, on est pas mal quand même. On est pas mal. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette fois-ci, c'est différent. Non, en fait. Cette crise-là, elle n'était pas différente finalement des autres. Point numéro 3, ça m'amène sur le point numéro 3. Soyez des investisseurs modernes. Et je suis content pendant cette crise-là d'avoir été un investisseur moderne. Et soyons des investisseurs modernes, soyons des investisseurs complets. Parce qu'aujourd'hui, en marchand de biens, en l'année 2024, là, je fais le bilan de 2023, on est en train de publier les bilans, et clairement, on passe un peu au travers. On va pas se mentir, l'année 2023, elle passe un peu au travers. Et à mon avis, en 2024, puisqu'on est lancé sur l'année 2023, ça va aussi passer au travers. On a bien sûr des opérations, mais j'ai moitié moins d'opérations que sur l'année 2022. Et finalement, qu'est-ce qui sauve notre année sur la boîte de marchand de biens ? C'est les placements de trésorerie que j'ai fait boursiers et les placements de trésorerie en bourse et en crypto que j'ai fait sur la boîte. Parce que comme on ne trouvait pas d'affaires de marchand de biens, on n'a pas non plus voulu travailler pour travailler, on avait de la trésor sur les comptes et j'ai préféré la placer sur les marchés financiers, sur les marchés crypto. Et voilà, donc c'est pas pour faire encore une pub pour Finance Business Expert, mais c'est ça qui sauve notre année, clairement. Donc en tirant parti des cryptos, on a pu aller là où il y avait de l'attraction. Et avec du marchand de biens en berne et de la trésor sur les comptes, il suffit de se décaler sur une classe d'actifs qui a le vent en poupe, qui est sur une autre phase de son cycle, vu que les cycles sont déphasés entre eux. Donc voilà, en crypto, on est rentré assez fort avec la trésor de la boîte de marchand, et c'est ce que je disais, notre placement crypto, il a triplé. Et donc, c'est ce qui sauve finalement l'année sur cette boîte-là. Donc voilà pourquoi il faut être complémentaire, et voilà pourquoi il faut être un investisseur moderne, et je pense aujourd'hui, en 2024, avoir un pied sur tout. La leçon numéro 4 que je retiens de cette crise et sur la façon dont on l'a traversée, c'est l'importance de sécuriser vos deals dans ces temps de crise. Donc, encore une fois, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vaut mieux avoir 3 opérations en cours, 3 petites opérations qu'une seule grosse, et soyez prudents, sécurisez vos OP. Et là, je vais vous raconter une OP qu'on a fait, où pour l'instant, j'ai vendu la maison et j'ai encore le terrain en vente. C'est un des derniers lots qui me reste. Une opération que je n'ai jamais filmée, jamais montrée sur YouTube, parce que c'est dans des beaux quartiers à côté de Lyon. C'est peut-être la 2e ville la plus chère du Rhône. Donc, je voulais pas me griller là-bas, ni griller la maison, ni griller le terrain. J'en parle quand vous venez en Mastermind Division Foncière, mais je ne dis pas tout sur YouTube et je montre pas toutes nos OP. Je les montre souvent quand elles sont finies, mais je les montre pas quand elles sont en cours parce que voilà, YouTube c'est public, tout le monde peut y aller. C'est aussi pour ça que je donne pas beaucoup de chiffres parce que je veux pas vexer les vendeurs qui nous ont vendu les maisons. Voilà, c'est toujours délicat ces choses-là. Mais cette opération, j'ai senti que nos vendeurs étaient fébriles sur cette OP. Enfin, en tout cas, pas nos vendeurs, mais pardon, les acquéreurs de la maison étaient assez fébriles sur cette opération. Et j'avais peur qu'ils me claquent dans les doigts. Et donc, j'ai négocié des délais avec la personne qui me vendait l'ensemble immobilier. Donc, c'était une maison avec un terrain où on a coupé en 2. On a vendu la maison d'un côté et le terrain de l'autre pour que je puisse donner
mon accord de financement une fois que mes acquéreurs pour la maison aient eu leur date limite pour me donner leur accord de financement. Comme ça, s'ils me font défaut, ils doivent absolument me payer les 10%, parce que c'est une maison très chère qu'on a rendue à la revente, en tout cas très chère pour nous, à plus de 700 000 euros. Et en fait, j'ai vraiment très très bien fait, puisque le deal s'est fait, hein. J'ai acheté la propriété, j'ai découpé, j'ai vendu la maison, et seulement 3 mois après, la maison était de retour à la vente sur le Bon Coin. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour les acquéreurs de la maison, mais voilà, c'est des acquéreurs qui, s'ils n'avaient pas été ficelés, s'ils n'avaient pas eu à me donner leur accord de financement, m'auraient peut-être claqué dans les doigts. Et voilà, et si j'avais pas fait ça, je pense qu'on serait quand même dans une position très délicate. Boucher les oreilles des enfants, mais ça veut dire on serait un peu bien dans la merde, pour parler clairement, parce que là-dessus, c'est une opération qui est financée par la banque avec un crédit à plus de 8%. Donc je vous laisse imaginer sur un achat à quasiment 800 000 euros, ce que ça peut donner d'avoir un crédit à 8% là-dessus. Ça fait mal. Donc, l'important, c'est déjà de bien maîtriser son effet de levier en temps de crise et de sécuriser absolument vos deals. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai été très chiant avec nos vendeurs, j'ai été très chiant avec les agents IMO, mais je savais pourquoi je le faisais et j'ai bien fait parce que grâce à ça, même en temps de crise, j'ai pu mener ce deal vraiment sereinement, acheter en étant soit sûr que je revendrais, soit sûr que j'aurais la clause pénale et qui me payerait les intérêts du crédit pendant au moins 1 an, le temps que je revende la maison. Donc j'ai bien fait. Et je vais faire aussi un petit focus, je ne vais pas en parler longtemps parce que vous allez avoir un super vlog qui va parler de nos nouveaux bureaux avec Ben, de nos futurs bureaux et de cette belle opération. Mais pareil avec cette crise, avec ce qui s'est passé, on a mis plus de 2 ans pour entre le moment où j'ai trouvé le terrain de nos nouveaux bureaux et le moment où on les a achetés. Et ça, on va tout développer dans le vlog qui sortira mercredi. Vous verrez ça mercredi pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube. Mais il a vraiment fallu faire preuve d'une abnégation à toute épreuve. Il a fallu ne pas lâcher et on a failli perdre plusieurs fois le vendeur. Il a fallu sécuriser notre compromis. Et Ben, d'ailleurs, mon cousin, mon associé, s'est occupé de ça de main de maître parce que ça a été très, très difficile. J'ai cru qu'on allait perdre le vendeur. Et encore une fois, je reviens sur le podcast où je disais on ne sait pas si c'est un bien ou un mal parce que entre-temps, les taux ont explosé. Donc, si j'avais emprunté il y a 2 ans, j'aurais eu des taux beaucoup moins élevés. Mais en revanche, j'aurais payé les matériaux beaucoup plus cher. Les matériaux, pour le coup, ont baissé entre-temps. Donc, est-ce un mal ou un bien? On ne sait jamais. Et puis, ça m'a permis d'avoir ces bureaux-là en transition où on est très, très bien. Donc voilà, ça illustre aussi bien le dernier podcast. On arrive sur le 5e point que j'ai noté, la 5e leçon que j'ai retenue de cette crise. C'est que la marge que vous prenez, elle vous sert à gagner de l'argent, mais aussi elle vous protège. Et ça, c'est vraiment très important. Sur les opérations de marchand de biens, on préconise toujours au moins 20 à 25% de marge minimum, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on vous propose ça, et c'est pas pour rien que la banque, si vous êtes en dessous de ça, elle grimace pour vous financer, parce qu'il y a une opération de marchand où, pour la première fois de ma vie, j'ai fini à 0. Voilà, on finit à 0. Alors déjà, au moins, on ne perd pas d'argent. Mais l'erreur fondamentale que j'ai faite sur cette OP, c'est qu'on voulait la faire à tout prix. On n'arrivait pas à négocier plus que ça. Et on est parti avec 18% de marge sur le papier. Et c'est beaucoup trop peu. C'est peut-être un excès de confiance de notre part à l'époque, parce qu'on a signé cette opération pile au point de bascule, à l'été 2022, pile au moment où j'ai senti le marché se retourner. Mais c'était trop tard, on avait déjà signé, on a signé sans condition de financement, donc je me suis trouvé contraint vraiment d'acheter. Mais au moins voilà, on clôture à 0, on perd pas d'argent, mais on est censé faire 18% de marge, on fait 0. Si j'étais parti à 20 ou 25%, j'aurais fait au moins 2 ou 7% de marge. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est une règle essentielle que je me fixe. Je préfère ne pas faire d'opération que prendre une opération de marchand de biens en dessous de 20 à 25% de marge. C'est quelque chose que je ne fais plus. Donc une leçon que j'ai notée, que j'ai gravée et que je vais faire en sorte de retenir. La leçon numéro 6 que je retiens aussi, c'est rester simple et focus. Alors, j'ai pas mis simple et funky pour ceux qui ont la ref des années 90 d'Alliance Ethnique, mais c'est rester simple et focus. Voilà, en temps de crise, c'est souvent le plus exotique qui prend le plus cher. Tout ce que vous avez fait qui est vraiment exotique, qui prend fort, fort, fort. Par exemple, les titres vifs, si vous détenez des actions en direct, souvent, elles prennent plus cher que les ETF. Si vous avez fait des ETF à effet de levier, parce qu'on
ça existe aussi, hein, on peut en faire un peu. Hein, et quand on surfe un marché haussier, quand on surfe un bull market, on est tenté d'en faire un peu et ça permet d'accélérer encore plus fort. Par contre, quand le marché se retourne, aïe, aïe, aïe. Bonjour les dégâts. Donc moi, j'avais pas d'ETF à effet de levier. J'avais pas beaucoup de titres vifs, très peu à l'époque. Pareil pour la bourse, hein, pour la crypto, pardon. Les altcoins prennent généralement bien plus cher que le Bitcoin ou que l'Ethereum. Et moi, j'ai un placement qui avait pris très très cher. Rappelez-vous, je vous parlais de Cuba tout à l'heure. Quand j'étais à Cuba et où j'ai fait mon entrée dans la crise financière début 2022, j'avais diversifié mes placements à hauteur de 20 000 euros dans une assurance vie vraiment exotique, placée sur, à l'époque, de l'intelligence artificielle. Et j'avais fait ça avec 2 personnes pas très fréquentables qui vendaient des assurances vie extrêmement rémunérées, qui étaient pour moi des copains de mastermind que je voyais beaucoup et qui en fait étaient des gens qui se gavaient de frais sur ces placements-là, sur les gens à qui ils vendaient des frais qui n'étaient pas du tout indépendants financièrement, qui vivaient des revenus, des placements financiers qu'ils faisaient faire aux gens, hein, en prenant tout simplement des coms et des marges. Rappelez-vous à l'époque, si vous voulez écouter ça, j'en ai fait tout un podcast des gentlemen investisseurs qui s'appelait « Vendre sa mère pour de l'oseille ». Donc voilà. Et au final, on se rend compte que parfois, quand tout va bien, on est tenté de diversifier sur n'importe quoi. Tiens, je vais mettre un billet sur cette startup, je vais mettre un billet là-dessus, je vais mettre un billet là. Et des fois, on se disperse un peu. Moi, je vois à l'époque, j'ai mis une quinzaine de milliers d'euros sur Homunity, sur du crowdfunding immobilier, de promoteurs. C'est parti en sucette complet, le truc. Hein. Alors, Homunity, c'est une plateforme qui a un taux de défaut très très faible. Je crois qu'il est même à 0 parce qu'ils prennent énormément de garanties sur les promoteurs. Donc, je sais que je serai payé, mais l'argent, pour l'instant, il est bloqué. Je ne l'ai pas. Il y a des procès en cours. Heureusement que je n'ai pas mis beaucoup plus d'argent là-dessus. Et finalement, on se rend compte que parfois, le plus simple, c'est le mieux, quoi. Rester simple et focus, le plus laser focus. Un ETF S&P 500, ça fait tellement le taf. Un DCA en crypto, allez, moitié Bitcoin, moitié Ethereum, ça fait tellement le taf. Ceci n'est bien entendu pas un conseil d'investissement, vous le savez, mais parfois on cherche à faire des trucs extrêmement compliqués et on voit que quand le marché se retourne, c'est ça qui prend le plus cher. Et donc moi, j'en ai tiré des leçons et aujourd'hui, je me suis recentré sur quelques actifs. Ça me prend 5 minutes par mois à gérer et ça me permet de mettre tout mon temps sur mes opérations de marchand de biens et aussi sur ma création de contenu en me libérant l'esprit sur le reste de mes investissements. La leçon numéro 7, c'est « Light is right ». C'est la devise de Lotus, le constructeur de voitures. Léger est la vérité, on va dire. Et en fait, je trouve que ce qui s'applique dans l'automobile, ça s'applique vraiment à l'échelle d'un business. Dans l'automobile, pour Lotus, hein, eux, ils font des voitures très légères avec des petits moteurs parce que quand une voiture est lourde, on a beau mettre un moteur hyper puissant pour compenser le poids, le plus souvent, ça rend la voiture pataude, ça la rend pas très sportive, un peu floue dans la direction, ça la rend pas très agréable à conduire. Et finalement, dans l'automobile, on se rend compte qu'il vaut mieux parfois un moteur moins puissant. Alors c'est sûr, des fois c'est moins ronflant, hein, les Lotus, elles font que 160 ou 180 chevaux, mais par contre une voiture beaucoup plus légère, beaucoup plus incisive, beaucoup plus agile et qui procure tellement plus de fun à conduire. Et dans le business, c'est pareil. Light is right. Et avoir des frais généraux très faibles, un coût de fonctionnement très faible, pour moi, c'est le luxe ultime. Et avec Ben, on n'est que 2. On a finalement très, très peu de charges. Hein. On a les 2 Tesla qui sont sur la boîte. On a le loyer des bureaux. Mais c'est pas grand-chose. Si on ne peut pas se payer temporairement, on préfère ne pas se payer. On laisse l'argent investi dans la boîte. On peut faire exactement comme on veut. On n'a pas de salariés. Et pour moi, ça, c'est vraiment une force dans ces temps de crise parce que ça permet de fonctionner avec un coût minimum. Et quand on a une société avec beaucoup d'infrastructures, comme j'ai pu avoir avant, hein, quand on a une société comme ma société de travaux publics, avec des grosses infrastructures, des gros bureaux, très chers, beaucoup de salariés, beaucoup de matériel, c'est bien plus difficile de traverser les crises. Et d'ailleurs, Andrew Carnegie, dans son livre qui date de 1902, il en parlait déjà. Et il disait que l'augmentation des frais généraux des entreprises, ça nuisait énormément aux entreprises et ça avait la conséquence qu'en temps de crise, parfois, elles devaient continuer de produire parce que ça coûtait trop cher d'arrêter et de reprendre. Et il valait mieux produire même à perte. Et je sais qu'avec Ben, si on a passé la crise sur la boîte de marchand de biens aussi facilement, c'est vraiment parce que nos frais généraux, ils sont très faibles et que s'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre,
En tout cas, il n'y en a pas qui sort ou quasiment pas. Et ça, c'est extrêmement puissant de, encore une fois, comme le disait Andrew Carnegie, vivre en dessous de ses moyens ou avoir des frais généraux, des frais de fonctionnement qui sont très faibles. Et la 8e et dernière leçon que j'ai retenue, c'est que c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc quand c'est la crise. Là, j'ai parlé d'avoir différents types de placements, mais il y a plein de façons de diversifier, même au sein d'une même classe d'actifs. Il y a des marchands autour de nous que je vois qui n'ont pas du tout de locatif, par exemple. Ils font que du marchand de biens. Et dans ces temps de crise sur le marchand, où il y a les taux qui remontent, avec une explosion des coûts de construction, une explosion des coûts de rénovation, les terrains qui se vendent quand même beaucoup moins bien à cause des coûts de construction des maisons, et clairement une baisse de la valeur faciale de son patrimoine immobilier, même si jamais, ça fait jamais plaisir de se l'avouer, il y a des conséquences qui sont inattendues que j'ai constaté, par exemple, c'est la remontée des loyers. Et moi, j'ai des loyers qui ont explosé comme jamais parce qu'il y a une pénurie de biens de qualité. Et au changement de locataire, mes loyers ont vraiment explosé. Et même si les taux explosent en ce moment et que c'est plus compliqué, ça valait quand même le coup d'investir parce que d'une part, on peut renégocier ses crédits et parce que tout ce qui a été fait avant, au changement de locataire, j'ai des loyers qui ont explosé. Le record, c'est quasiment 40% pour un loyer. J'ai un loyer qui est passé de 1000 à 1400 euros. Donc, au changement de locataire. Donc, c'est fou. Et voilà. On peut aussi avoir un autre business à côté, par exemple à côté du marchand de biens, qui est décorrélé du reste des investissements. Si je prends, par exemple, l'exemple des gentlemen investisseurs et de Une vie de liberté, pour le côté coaching investissement, coaching financier, c'est sûr qu'on en a pâti de ça. Et comme c'est devenu plus dur d'investir, comme les taux ont augmenté, on le voit, les écoutes de podcasts ont baissé. Globalement, surtout, on a perdu des candidats à l'indépendance finalement. Il y a des gens qui se sont détournés de l'investissement. Il y a des gens qui ont abandonné, qui se sont dit c'est trop dur, je reviendrai plus tard. On le voit. Et justement, on le voit parce que les dernières parenthèses indépendance, par exemple, on a un peu moins rempli, alors qu'avant, c'était tout le temps full. Mais encore une fois, tout ça, c'est cyclique. Ça reviendra, bien entendu. Mais par contre, on a aussi des produits qui sont indémodables, qui sont assez décorrélés du reste. Si je pense par exemple à Finance Perso Expert, c'est une formation qui est indémodable, qui ne dépend pas du marché immobilier, du marché financier. Finance Business Expert, c'est pareil, elle est valable en tout temps. Et peut-être même que ces deux formations, elles sont encore plus utiles quand les temps sont difficiles parce que ça permet de faire des économies, de mieux apprendre à gérer son argent. Et même ces moments-là, ça nous pousse à nous réinventer, ces moments de crise, ça nous pousse à nous dépasser, à chercher des nouvelles choses. Et on a même eu des nouvelles idées pendant cette crise. Typiquement, il y a Nouveau Départ qui est né, mon podcast avec Fabien. Et je me suis aussi concentré sur l'arbitrage de certains biens. Et d'ailleurs, on a même fait une très très belle vente sur de l'immobilier neuf, malgré tout, pendant cette crise. Donc comme quoi, c'est pas universel. Et ça nous a permis de réinvestir justement sur d'autres classes d'actifs au plus bas. Donc encore une fois, c'est cyclique, mais j'ai trouvé ça essentiel d'avoir plusieurs cordes à son arc qui peuvent évoluer sur des cyclicités différentes et sur des classes d'actifs différentes pour qu'il y ait toujours quelque chose qui marche, même quand il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Donc voilà les 8 leçons que j'ai retenues de cette crise que j'ai traversée. Et pour conclure, il semblerait, je ne sais pas, mais que la crise soit derrière nous. En tout cas, jusqu'à la prochaine, mais en tout cas en bourse, en crypto, jusqu'à la prochaine. Pour l'instant, elle est passée. En immobilier, on est en train de voir le bout. Il semblerait, en tout cas moi, c'est ce que je ressens. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que si demain la crise, elle revient, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je sais faire. Et ces 2 dernières années, j'ai parfois fait des variations de bourse sur certains mois à plus de 5 chiffres. Et parfois même sur certaines journées de bourse, j'ai fait des variations de mon compte à 5 chiffres. Et au final, c'est ça qui est beau dans l'indépendance financière, c'est que quoi qu'il arrive, tout ça, c'est pas grave, ces fluctuations, parce que c'est le long terme qu'on vise. Et je pense que quand on fait les choses bien, ou en tout cas quand on fait de son mieux depuis longtemps, et qu'on a construit un bateau d'indépendance financière solide, que finalement, passer un certain point, ces variations-là, elles ne changent pas grand-chose. Et que ça a beau être, pour continuer ma métaphore de l'océan, ça a beau être la tempête en surface, quand on a construit un patrimoine solide, sous l'océan, c'est le calme, quoi. Il règne quand même du calme. Et tout ça, cette
première vraie crise que j'ai traversée, ça m'a fait prendre encore plus conscience du côté précieux de cette indépendance. Et pour en revenir pour boucler encore une fois, pour faire un cycle, pour en revenir au début du podcast, à ma réflexion en sortant du CrossFit ce lundi matin, c'est qu'aujourd'hui, on se fixe des objectifs élevés parce qu'on aime ça, parce qu'on aime le challenge, parce qu'on a envie de savoir jusqu'où on peut aller. Mais au final, même si tu cartonnes à fond, le midi, tu vas pas manger 2 steaks, quoi. Tu vas pas dormir dans 2 hôtels en même temps la nuit. Et qu'au-delà d'un certain point, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir kiffer, ce qui est important, c'est juste déjà de pouvoir partir et de pouvoir le faire. Bien sûr que mon voyage au Japon, si on était allé au Four Seasons de Kyoto, au lieu d'aller dans un hôtel un petit peu plus simple, peut-être qu'on aurait eu une expérience encore plus sympa. Mais ce qui compte au final, c'est surtout de partir, non ? Déjà. Et se dire qu'au final, le plus beau, le plus important, le plus précieux, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Et que dans ces moments-là, dans les journées pas très rigolotes, où la crypto se cassait vraiment la figure, ou les journées où la bourse se cassait vraiment la gueule, et où ça devenait long, je me concentrais sur le long terme, et sur l'objectif premier de tout ça. Et qu'est-ce que c'est cet objectif premier ? C'est la liberté, c'est l'indépendance. Et le prix à payer pour tout ça, c'est les crises et c'est la volatilité. Et qu'au final, la liberté, c'est déjà ma vie, c'est déjà ce que je vis aujourd'hui. J'ai déjà gagné. Quelque part, d'une certaine façon, j'ai déjà fini le jeu. Donc, tout simplement, pouvoir partir le matin au CrossFit, pouvoir profiter, pouvoir partir en famille, avec mes enfants, ou juste aller faire mes 10 000 pas par jour, tranquillement. Avoir le bonheur de boire un café le matin devant ma baie vitrée, face à ma vue, ou même juste ici dans mon bureau. Juste des petites choses simples, c'est ça le plus important. Et de se dire qu'on a fait les bons choix et qu'avec les leçons que j'en ai tirées, j'ai pu traverser ça et se remercier aussi pour ça. Parce que quand Warren Buffett disait « c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain », là, je peux vous dire que ces derniers temps, on les a vus, ceux qui nagent sans maillot de bain. J'en ai vu autour de moi. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que non seulement nous, on avait le maillot de bain, mais on avait aussi la bouée et les brassards, et qu'on était bien. Et que voilà, mon arche de Noé de l'indépendance avait passé sa première tempête avec succès. Et que dans tous les cas, comme j'ai décidé de miser sur moi, je ferai toujours face, quoi qu'il arrive. Je vous retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.